Les abysses sous-marins accumulent des secrets que la science n'a pas encore réussi à déchiffrer entièrement. Les récifs coralliens abritent une densité de vie marine sans équivalent dans aucun autre écosystème terrestre. Les bancs de sardines se déplacent en formation de millions d'individus, si compactes que, vues du ciel, elles ressemblent à des nuages d'argent se mouvant sous les vagues. L'albatros royal fend les cieux avec une envergure pouvant dépasser 3,5 mètres, tandis que la baleine bleue, le plus grand animal ayant jamais existé sur Terre, domine les profondeurs par des mouvements qui perturbent à peine l'eau. Voici l'océan Pacifique. Avec une superficie de plus de 165 millions de kilomètres carrés, le Pacifique représente environ 10 fois la superficie de la Russie et un tiers de la surface terrestre de la planète. Ces dimensions sont difficiles à appréhender depuis la terre ferme. Au nord, les eaux glaciales de la mer de Bering marquent sa limite septentrionale, longeant les côtes de l'Alaska et de la Sibérie, dans un environnement où les températures peuvent descendre jusqu'à 20 degrés sous zéro. Au sud, la frontière se situe aux marges gelées de la mer de Ross, à quelques dizaines de kilomètres des côtes antarctiques. À l'est, la côte pacifique de la Colombie marque son extrémité orientale. À l'ouest, à près de 20 000 km de distance, l'archipel indonésien témoigne de la fin de cette étendue bleue. Bien que le Pacifique apparaisse en surface comme un horizon uniforme d'eau profonde, il abrite en son sein environ 25 000 îles, plus que tout autre océan du monde. Des masses continentales comme l'Australie aux archipels de quelques hectares à peine, chacune de ces îles constitue un écosystème unique où l'évolution a opéré pendant des millions d'années avec une indépendance presque totale du reste de la planète. Certaines de ces îles, comme les Galapagos, ont été le théâtre de processus de spéciation si rapides et visibles qu'ils ont jeté les bases de la biologie évolutive moderne. D'autres, comme les îles Marshall ou les Tuamotu, sont des atolls coralliens qui émergent à peine d'1 mètre au-dessus du niveau de la mer et dont l'avenir est incertain face à la montée du niveau des océans. Sous la surface, les mystères se multiplient. À plus de 11 000 mètres de profondeur, le Challenger Deep, situé dans la fosse des Mariannes, constitue le point le plus profond connu de la Terre. Si le mont Everest y était immergé, son sommet se trouverait à plus de 2 km sous l'eau. À ces profondeurs, la pression équivaut à plus de 1000 fois la pression atmosphérique. La température avoisine les 2 degrés Celsius et l'obscurité est totale. Pourtant, même là, la vie existe. Des organismes que la science n'a recensés que ces dernières décennies et dont la biologie reste en grande partie inconnue. En 2020, le robot d'exploration sous-marine Limiting Factor a détecté dans la fosse Challenger des micro-organismes, des poissons limaces et des crustacés amphipodes d'une taille inhabituellement grande, un phénomène connu sous le nom de gigantisme abyssal que les chercheurs associent à l'accumulation de matière organique sédimentée depuis les couches supérieures de l'océan. Le Pacifique abrite des centaines de milliers d'espèces d'invertébrés, parmi lesquels des mollusques, des crustacés et des échinodermes. Environ 80 espèces de mammifères marins, dont des cétacés et des pinnipèdes, partagent ces eaux. Des centaines d'espèces d'oiseaux marins parcourent ces cieux et des dizaines de reptiles, parmi lesquels des tortues marines et des serpents aquatiques, complètent un écosystème qui reste, dans de nombreuses régions, l'une des grandes énigmes de la planète. Le courant de Humboldt, qui remonte le long des côtes sud-américaines du Pacifique, entraîne des eaux froides et riches en nutriments depuis les profondeurs, générant l'une des zones de plus grande productivité biologique de la planète. L'anneau de feu, système de zones sismiques et volcaniques qui entoure presque tout le Pacifique, a façonné pendant des millions d'années la géologie sous-marine de cet océan, créant des dorsales, des fosses et des archipels volcaniques qui sont, dans de nombreux cas, les seuls points solides dans un environnement d'eau s'étendant à perte de vue. Des eaux de cet océan imposant jaillit la vie sous toutes ses formes, mais la mort y émerge également. Et peu de créatures incarnent cette réalité avec autant de précision que le grand requin blanc, Carcharodon
Carcharias, le squale le plus connu et le plus redouté de la planète. Un individu adulte peut dépasser 6 mètres de longueur et atteindre 2 tonnes, bien qu'il existe des témoignages historiques d'individus exceptionnels pouvant avoir atteint 7 mètres. Sa bouche contient jusqu'à 300 dents disposées en plusieurs rangées, dont les plus proéminentes peuvent dépasser 6 cm. Lorsqu'une dent tombe, une autre prend sa place. Au cours de sa vie, un grand requin blanc peut produire plus de 20 000 dents. Ses proies incluent des phoques, des lions de mer, des dauphins, d'autres requins, des tortues marines et parfois de jeunes cachalots ou des globicéphales nageant seuls près de la surface. L'embuscade du grand requin blanc commence bien avant que la proie ne perçoive sa présence. Dans les profondeurs, où la lumière pénètre de manière oblique et crée des zones de pénombre idéales pour se dissimuler, le requin descend afin de se positionner sous sa cible. La disposition de ses yeux de part et d'autre de la tête lui offre un champ de vision de presque 360 degrés. Mais la vue n'est pas son seul atout. La ligne latérale, un ensemble d'organes sensoriels répartis le long de son corps, lui permet de détecter les variations de pression dans l'eau causées par le mouvement d'autres créatures à des distances pouvant atteindre 100 mètres. Le système de la ligne latérale peut également identifier des schémas de nage irréguliers, qui, dans l'écosystème marin, indiquent souvent un animal blessé ou fatigué, c'est-à-dire une proie vulnérable. Les organes de Lorenzini, de petits pores situés sur le museau, sont capables de détecter les champs électriques générés par les muscles de tout animal vivant, même lorsque celui-ci est complètement immobile sur le fond marin. La sensibilité de ces récepteurs est telle qu'ils peuvent détecter des champs électriques de l'ordre du nanovolt par centimètre, ce qui, en pratique, signifie que le requin peut localiser un poisson enfoui dans le sable simplement grâce au battement de son cœur. Une fois la proie localisée, le requin remonte lentement depuis le dessous, utilisant sa coloration dorsale sombre pour se fondre dans les profondeurs lorsqu'il est vu d'en haut, tandis que son ventre blanc le dissimule face à la clarté de la surface lorsqu'il est observé d'en bas. Il s'agit d'un système de camouflage passif que l'évolution a perfectionné pendant 450 millions d'années, faisant de la lignée des requins l'une des plus anciennes avec une présence ininterrompue dans les océans. Lorsque la distance est adéquate, le requin abandonne la discrétion et accélère vers la surface à une vitesse pouvant dépasser 50 km/h. L'impact est d'une telle ampleur que dans de nombreux cas, le requin émerge entièrement hors de l'eau avec sa proie entre les mâchoires dans un comportement connu sous le nom de breach, qui est à la fois une stratégie létale et l'un des spectacles les plus impressionnants de l'océan. Les eaux au large de Seal Island, en Afrique du Sud, et la zone des Farallones, au large de San Francisco, sont les endroits du Pacifique et de l'océan mondial où ce comportement a été le plus documenté. Lorsque la proie est de grande taille, le requin peut adopter une tactique différente. Il inflige une première morsure profonde, recule et attend. La raison est physiologique. Une proie de 200 kg luttant pour sa vie peut infliger de sérieux dommages, même à un prédateur de sa taille. En attendant que l'animal succombe à la perte de sang, le requin minimise le risque de blessure. Ce comportement apparemment calculé a conduit les chercheurs à parler d'une forme d'anticipation que, dans d'autres contextes, nous qualifierions d'intelligence pratique. La morsure du grand requin blanc exerce une pression d'environ 200 kg par centimètre carré, plusieurs fois supérieure à celle de toute mâchoire de mammifère connue, et la géométrie triangulaire dentelée de ses dents maximise le transfert de cette pression vers les tissus de la proie. La compétition entre individus pour une proie révèle également une complexité sociale qui contredit l'image d'une bête irréfléchie. Lorsque plusieurs grands requins blancs convergent vers une carcasse de baleine, la hiérarchie s'établit avant le contact physique. Les mâles effectuent des schémas de nage spécifiques, nagent en cercle concentrique, lèvent le museau au-dessus de la surface et arquent le dos dans des postures d'intimidation. Les individus les plus grands se nourrissent en premier. La plupart du temps, ces démonstrations évitent le combat direct
Cependant, lorsque deux spécimens de taille et de tempérament similaires se retrouvent sur la même ressource, le résultat peut être une bataille, laissant de profondes blessures chez les deux. Les cicatrices sur la peau des requins blancs adultes constituent des traces d'une histoire de confrontation que les scientifiques utilisent pour identifier les individus dans des études comportementales à long terme. L'un des individus les plus célèbres recensés dans le Pacifique, une femelle connue sous le nom de Deep Blue, mesurait plus de 6 mètres et a été filmée à de multiples reprises sur plus de 2 décennies, constituant une histoire naturelle exceptionnellement bien documentée pour un animal sauvage. Les grands requins blancs du Pacifique effectuent des migrations de plusieurs milliers de kilomètres qui sont restées incomprises pendant des décennies. L'étude par télémétrie satellitaire a révélé des routes régulières entre les côtes de la Californie et ce que les chercheurs appellent le carrefour du grand requin blanc, une zone de haute mer dans le Pacifique central où les individus se rassemblent à certaines périodes avant de retourner vers les zones côtières de chasse. Les raisons de ces regroupements en pleine mer, loin de toute source évidente de nourriture abondante, restent l'une des grandes énigmes de la biologie marine du Pacifique. Alors que le grand requin blanc évolue en haute mer ou à proximité des colonies d'otaries, dans les récifs coralliens du Pacifique, un écosystème totalement différent se développe à une échelle millimétrique. Parmi les ramifications des coraux et les fissures du fond rocheux, le poisson clown, avec sa livrée caractéristique de bandes blanches et oranges sur fond noir, mène une existence mêlant une extrême vulnérabilité à une série d'adaptations extraordinaires. Il existe environ 30 espèces de poissons clowns, toutes présentes dans l'Indo-Pacifique, et toutes partagent la même dépendance aux anémones de mer comme refuge et base d'opération. Le poisson clown ne dépasse pas 11 cm de longueur. Son apparence inoffensive n'est pas une illusion. Sur le plan physique, il s'agit de l'un des animaux les moins menaçants du récif. Cependant, sa stratégie de survie repose sur l'une des associations symbiotiques les plus sophistiquées de l'océan. Les anémones de mer, des cnidaires sédentaires qui ressemblent à des fleurs par leur morphologie, mais qui sont des prédateurs de petits poissons et crustacés, sont armés de tentacules chargés de cellules urticantes, les nématocystes, capables de les paralyser. Le poisson clown a développé au cours de l'évolution une couche de mucus sur sa peau qui neutralise le signal chimique déclenchant l'activation de ces cellules. Il peut se déplacer parmi les tentacules de l'anémone sans subir aucun dommage, tandis que tout autre poisson tentant de s'approcher en subit les conséquences en quelques secondes. Le mucus protecteur du poisson clown n'est pas entièrement d'origine génétique. Des études ont montré que lorsqu'un jeune individu rejoint une anémone pour la première fois, il doit passer plusieurs jours à effleurer doucement les tentacules afin d'acquérir progressivement une protection complète. Durant cette période d'acclimatation, le poisson peut subir de petites décharges des nématocystes avant que sa couche de mucus n'ait incorporé suffisamment de composés de l'anémone pour bloquer le signal de déclenchement. Cela suggère que la protection est au moins en partie chimique et acquise, et pas uniquement génétique, ce qui fait de la relation entre ces deux espèces un exemple d'adaptation comportant une composante inhabituelle de plasticité physiologique dans le règne animal. La relation entre le poisson clown et son anémone est mutuellement bénéfique. Le poisson reçoit une protection contre les prédateurs qui ne peuvent pas s'approcher des tentacules. L'anémone, de son côté, bénéficie du fait que le poisson élimine les parasites et les tissus nécrosés, lui apporte des nutriments par ses excréments et, dans certains cas, éloigne certains poissons qui se nourriraient de ses tentacules. Il s'agit d'une alliance que les chercheurs ont étudiée comme modèle de coévolution. Deux organismes qui ont modifié leur biologie pendant des millions d'années afin de rendre possible une coexistence avantageuse pour les deux. La vie sociale au sein du groupe de poissons clowns est tout aussi complexe. Chaque anémone est occupée par un groupe hiérarchisé composé d'une femelle dominante, d'un mâle reproducteur actif et de plusieurs mâles subordonnés qui ne participent pas à la reproduction. La femelle est toujours l'individu le plus grand. Lorsqu'elle meurt ou disparaît,
le mâle reproducteur subit une transformation hormonale irréversible qui, en quelques semaines, le transforme en femelle fonctionnelle. Simultanément, le mâle subordonné le mieux classé accède au rôle de reproducteur actif. Ce mécanisme d'hermaphrodisme séquentiel garantit que la capacité reproductive du groupe est maintenue indépendamment des pertes parmi ses membres les plus haut placés. Les mécanismes hormonaux de cette transformation impliquent des changements dans les niveaux d'œstrogènes et d'androgènes qui affectent non seulement le système reproducteur, mais aussi la taille corporelle et le comportement de l'individu. Le contrôle du territoire est également d'une importance capitale pour le poisson clown. Lorsqu'un intrus de la même espèce tente d'accéder à une anémone déjà occupée, les individus dominants répondent par une séquence de comportements graduels. D'abord des vocalisations sous forme d'impulsions courtes et des mouvements de tête. Si l'intrus persiste, les dominants passent à des poursuites actives. Et si cela ne suffit pas, la confrontation peut escalader jusqu'à des morsures directes. Dans certains cas documentés, lorsque l'intrus insiste trop longtemps, l'issue a été sa mort. Ce qui, de l'extérieur, semblait être une espèce inoffensive révèle, lorsqu'on l'observe de près, un niveau d'agressivité territoriale comparable à celui des grands prédateurs. Le régime alimentaire du poisson clown est omnivore malgré son apparence tranquille. Il se nourrit d'algues, de petits crustacés, de zooplancton et de restes organiques de l'anémone elle-même. Cette versatilité alimentaire lui permet de survivre pendant les périodes de pénurie sans dépendre d'une seule ressource, ce qui constitue un avantage significatif dans un écosystème aussi compétitif que le récif corallien. Pendant la nuit, le poisson clown reste à l'intérieur de l'anémone, complètement protégé par ses tentacules, dans l'une des solutions de sécurité nocturne les plus efficaces du récif. Très loin des récifs éclairés où vit le poisson clown, dans l'obscurité des profondeurs abyssales du Pacifique, évolue une créature qui, depuis des siècles, a captivé l'imagination des marins, des naturalistes et des écrivains. Le cachalot, Pfister macrocephalus, pouvant atteindre 16 mètres de longueur et 45 tonnes chez les plus grands mâles adultes, est le plus grand prédateur denté de la planète. Sa tête carrée, disproportionnellement grande par rapport au corps, peut représenter jusqu'à un tiers de sa longueur totale. Ses dents, situées uniquement dans la mâchoire inférieure, peuvent peser plus d'1 kilogramme chacune et s'insèrent dans des cavités de la mâchoire supérieure lorsque la bouche est fermée. Le cachalot vit dans un monde sans lumière. Il plonge habituellement à plus de 1000 mètres de profondeur, où la pression est suffisante pour écraser n'importe quel sous-marin conventionnel, et peut descendre à plus de 2000 mètres lors de plongées qui durent plus d'1 heure sans respirer. Pour y parvenir, son système circulatoire et respiratoire présente des adaptations exceptionnelles. Son sang possède une concentration en hémoglobine bien supérieure à celle des mammifères terrestres. Son rythme cardiaque peut être fortement réduit pendant la plongée afin de conserver l'oxygène, et sa rate, proportionnellement beaucoup plus grande que celle de tout autre mammifère, agit comme un réservoir supplémentaire de globules rouges. Sa myoglobine, la protéine qui stocke l'oxygène dans les muscles, atteint une concentration si élevée qu'elle donne aux muscles du cachalot une couleur presque noire. Dans cette obscurité totale, l'outil de chasse du cachalot est le sonar biologique le plus puissant du règne animal. L'organe du spermacétie, une masse de tissu adipeux spécialisé située dans la grande tête carrée caractéristique de l'espèce, concentre et dirige des impulsions sonores d'une très grande intensité vers l'environnement. Ces impulsions sont émises à travers le melon et rebondissent sur les objets environnants, revenant à l'oreille du cachalot avec les informations nécessaires pour construire une image acoustique tridimensionnelle de l'espace environnant. Grâce à ce système, le cétacé peut détecter un calmar géant à 200 mètres de distance dans l'obscurité totale et calculer sa vitesse et sa trajectoire avec une précision que les chercheurs ont comparée, sur le plan conceptuel, au système sonar développé par la technologie navale moderne. Les vocalisations du cachalot appelées coda ont également une fonction sociale. Chaque groupe familial possède son propre dialecte reconnaissable, similaire à ceux des orques.
La principale proie du cachalot dans les profondeurs du Pacifique est le calmar géant, Architeuthis dux, un céphalopode pouvant dépasser 12 mètres de longueur totale et dont la biologie reste en grande partie inconnue car il a été observé très rarement dans son habitat naturel. Ce que l'on sait de cette créature provient en grande partie du contenu stomacal des cachalots capturés par l'industrie baleinière au XVIIIe, XIXe et XXe siècle. Les ventouses du calmar géant sont bordées de structures cornées tranchantes qui fonctionnent comme des crochets, et les cachalots adultes présentent fréquemment des cicatrices circulaires sur la peau de la tête, correspondant aux marques laissées par ces ventouses lors des combats. Le duel entre le cachalot et le calmar géant dans les profondeurs du Pacifique est l'un des affrontements les plus extrêmes de la planète et, en même temps, l'un des moins observés directement par la science. Les combats se déroulent à plus d'1 kilomètre sous la surface, sans lumière, sans témoins, et leurs seules traces sont les cicatrices sur la peau des cachalots et les restes de becs de calmar dans leurs estomacs. En plus de son puissant sonar pour localiser ses proies, le cachalot peut utiliser ce même instrument comme arme offensive. Certains chercheurs ont proposé, sur la base de preuves indirectes, que les clics de plus forte intensité émis par le cétacé dans la phase finale de la chasse peuvent étourdir ou même paralyser temporairement le calmar, le rendant plus vulnérable. Si cette hypothèse est correcte, le cachalot serait l'un des rares animaux sur Terre capables de chasser en utilisant le son comme projectile biologique. Les niveaux de pression sonore enregistrés dans les vocalisations du cachalot à proximité de son museau peuvent dépasser les 200 décibels, ce qui correspond, dans l'eau, au niveau sonore qu'une explosion conventionnelle produirait à quelques mètres de distance dans l'air. La vie sociale du cachalot est également surprenante. Les mâles adultes préfèrent les eaux polaires, où la productivité biologique est plus élevée et où ils peuvent mener une existence principalement solitaire. Les femelles, en revanche, vivent dans les eaux tropicales et subtropicales du Pacifique en groupe pouvant atteindre 20 individus, incluant des petits d'âge différents. La structure de ces groupes est matriarcale et présente des caractéristiques que les chercheurs ont associées aux sociétés d'éléphants. Des unités familiales stables dans le temps, des liens persistants entre les individus et des comportements coopératifs dans l'élevage des jeunes. Lorsqu'un petit est trop jeune pour accompagner sa mère dans les plongées profondes, d'autres femelles du groupe restent en surface pour s'en occuper, sous une forme de soin alloparental dont l'existence chez les cétacés n'a été reconnue que récemment. L'allaitement dure jusqu'à 42 mois. Et les petits apprennent de leur mère à la fois les techniques de chasse et les dialectes de clics qui identifient chaque groupe familial. Vers l'âge de 10 ans, les jeunes mâles migrent vers des eaux plus froides, entamant une vie solitaire qui les mènera dans les abysses obscurs du Pacifique Nord. L'ambre gris, une substance cireuse produite dans l'intestin du cachalot en réponse à l'ingestion des becs cornés des calmars, a été pendant des siècles l'un des ingrédients les plus précieux de la parfumerie. Sa fonction biologique exacte n'est pas entièrement expliquée, bien que certains chercheurs suggèrent qu'elle agit comme un lubrifiant, facilitant le passage des éléments durs et indigestes de la proie. Un fragment d'ambre gris de plusieurs kilogrammes apparaissant à la dérive dans le Pacifique peut atteindre sur le marché international une valeur de dizaines de milliers de dollars, ce qui a fait du cachalot l'une des cibles prioritaires de l'industrie baleinière pendant plus de 200 ans. À des profondeurs plus accessibles, dans les eaux côtières ne dépassant pas 70 mètres, une créature ancienne se déplace avec une élégance inchangée depuis plus de 100 millions d'années. La tortue imbriquée, Eretmochelys imbricata, est l'un des 7 représentants de l'ordre des chéloniens marins et l'un des 2 qui habitent régulièrement les eaux du Pacifique. Sa carapace, composée de plaques de kératine sur une structure osseuse, présente un motif de tons ambrés, bruns et noirs qui varie selon l'individu et la région. La caractéristique qui donne son nom à l'espèce est sa mâchoire supérieure, allongée en forme de bec prononcé et légèrement crochu, une adaptation qui lui permet d'extraire éponges, coraux mous
et petits invertébrés des fissures des récifs avec une précision que les prédateurs de plus grande taille ne peuvent égaler. La tortue imbriquée atteint 80 kg et peut dépasser 1 mètre de longueur. Ses nageoires antérieures, musclées et munies de 2 griffes chacune, lui fournissent la propulsion nécessaire pour atteindre des vitesses allant jusqu'à 24 km/h. Les nageoires postérieures, plus petites, servent de gouvernail. Son corps aplati dorso-ventralement lui permet de manœuvrer entre les structures du récif avec une précision surprenante compte tenu de sa taille. Elle peut effectuer des virages brusques dans des espaces restreints, se déplacer en arrière et traverser des couloirs de corail étroits. Et lorsque les circonstances l'exigent, elle peut retenir sa respiration jusqu'à 80 minutes, plongeant à des profondeurs où la pression exige des adaptations physiologiques spécifiques. Le régime alimentaire de la tortue imbriquée mérite une mention particulière. Les éponges marines, qui constituent l'essentiel de son alimentation dans de nombreuses zones du Pacifique, sont riches en composés siliceux qui seraient mortels pour la plupart des animaux. Le système digestif de la tortue imbriquée, doté d'un revêtement particulièrement résistant du tractus digestif, peut traiter ces toxines sans conséquence pour l'organisme. Les populations d'éponges de certains récifs coralliens du Pacifique sont en partie régulées par la pression prédatrice des tortues imbriquées qui agissent comme des contrôleurs naturels de la croissance d'organismes qui pourraient autrement supplanter les coraux. La tortue imbriquée est philopatrique, ce qui signifie qu'elle retourne pondre sur la même plage où elle est née, indépendamment de la distance qui la sépare de ses zones habituelles d'alimentation. Dans le Pacifique, certaines populations effectuent des migrations de plus de 2500 km depuis les riches zones d'alimentation de l'archipel du Vanuatu jusqu'aux plages de nidification du nord-est australien. Le mécanisme de navigation des tortues marines est l'un des phénomènes les plus énigmatiques de la biologie animale. Des études par imagerie par résonance magnétique ont détecté dans le cerveau des tortues marines des dépôts de magnétite, un minéral sensible aux champs magnétiques terrestres. Cela suggère que les tortues utilisent le champ magnétique de la planète comme une sorte de GPS biologique, capable d'enregistrer la longitude et la latitude du lieu de naissance avec une précision suffisante pour y revenir des décennies possibles plus tard. La manière exacte dont le système nerveux de la tortue code et utilise ces informations reste un domaine de recherche actif. Au cours de ce trajet en haute mer, la tortue est exposée à des prédateurs qu'elle ne rencontrait pas dans la relative sécurité du récif. Requins tigres, requins bulldog et grands requins blancs, ainsi que des orques dans certaines zones. Dans les eaux côtières, les crocodiles d'eau salée représentent un danger supplémentaire. La défense de la tortue imbriquée face à ses prédateurs repose sur 3 ressources principales. La première est sa carapace qui, bien qu'elle ne soit pas impénétrable aux mâchoires d'un grand requin blanc adulte, offre néanmoins une résistance capable de dissuader les attaques dans de nombreuses situations. La seconde est la fuite. Lorsqu'elle détecte un prédateur à une distance suffisante, la tortue peut utiliser toute sa vitesse et sa capacité de manœuvre pour s'éloigner et chercher refuge dans les formations rocheuses ou coralliennes du fond. La troisième, lorsque la fuite n'est pas possible, est le combat direct au moyen de virages brusques et d'accélérations soudaines, qui rendent la capture difficile même pour des prédateurs aussi efficaces que le grand requin blanc. La nidification est le moment de plus grande vulnérabilité pour les femelles adultes. L'ensemble du processus se déroule la nuit. La tortue sort de l'eau, effectuant souvent une ou plusieurs fausses sorties sans nidifier afin de vérifier que la plage est sûre. Elle trouve un site approprié au-dessus de la ligne de marée et creuse avec ses nageoires antérieures une dépression dans le sable, qui l'aide à se dissimuler partiellement. Avec ses nageoires postérieures, plus délicates dans leur mouvement, elle creuse la chambre des œufs, une cavité d'environ 50 cm de profondeur. Elle dépose entre 80 et 160 œufs
dans un état de transe durant lequel la femelle est particulièrement vulnérable à toute perturbation. Elle recouvre ensuite la ponte de sable, lisse la surface afin d'effacer toute trace visible et retourne à la mère sans aucune interaction ultérieure avec ses petits. Le même processus peut se répéter jusqu'à 5 fois au cours d'une même saison de reproduction. La température d'incubation détermine le sexe des petits. Au-dessus d'un seuil d'environ 29 degrés Celsius, la majorité des individus seront des femelles. En dessous, la majorité seront des mâles. Cela a des implications directes sur le réchauffement climatique. Si la température du sable des plages augmente en raison du changement climatique, la proportion de femelles dans les populations de tortues imbriquées pourrait atteindre des niveaux compromettant la viabilité reproductive à long terme. Des études menées sur certaines plages de nidification de l'Indo-Pacifique ont déjà détecté des proportions de femelles supérieures à 90% dans certaines cohortes récentes. Après environ 60 jours d'incubation, les nouveau-nés émergent simultanément, de nuit si possible, et se dirigent vers la mer. C'est l'un des spectacles les plus dramatiques du Pacifique, mais aussi l'un des plus cruellement sélectifs. Un seul petit sur 1000 atteint la maturité sexuelle. En tout point du Pacifique, des eaux polaires aux tropiques, l'apparition d'un groupe d'orques transforme immédiatement la dynamique de l'écosystème. Orcinus orca, classé taxonomiquement comme le plus grand des dauphins, est le prédateur apex des océans du monde sans exception. Aucune espèce marine n'échappe à ses stratégies de chasse lorsqu'il opère en groupe, y compris la baleine bleue, le plus grand animal ayant jamais vécu sur Terre. Un mâle adulte peut atteindre 9 mètres de longueur et peser jusqu'à 6 tonnes. Sa nageoire dorsale, qui chez les mâles peut dépasser 1,50 m de hauteur, est le trait le plus identifiable de l'espèce et l'un des éléments utilisés par les chercheurs pour le suivi individuel par photographie. Les groupes, appelés pods, ont dans le Pacifique une taille moyenne de 12 individus, bien qu'il existe des groupes de plus de 50 individus, et que des rassemblements de plusieurs centaines d'orques, appelés superpods, aient été observés dans des zones de forte productivité saisonnière. Le cerveau de l'orque peut peser jusqu'à 7 kg et présente une complexité structurelle que seuls les grands primates et les humains dépassent. En particulier, les orques possèdent une région cérébrale appelée cortex paralimbique, proportionnellement plus développée que chez tout autre mammifère connu, que les neuroscientifiques associent à l'intégration émotionnelle et sociale. Cet organe constitue la base d'une intelligence qui se manifeste par des comportements de chasse extrêmement élaborés. La transmission culturelle de techniques entre générations et le développement de dialectes de communication propres à chaque groupe, si différents que les orques de groupes distincts, peuvent ne pas se comprendre. Au sein de chaque groupe, les individus utilisent des sifflements pour la communication sociale, des clics d'écolocalisation pour détecter les proies et des vocalisations pulsées pour coordonner les chasses. Lorsqu'elles chassent des poissons, la stratégie la plus fréquente consiste à regrouper les bancs vers la surface. Les orques se coordonnent pour encercler une partie du banc, le comprimer en une boule compacte, puis se relayer pour attaquer à coups de nageoires caudales qui étourdissent ou tuent des dizaines de poissons à chaque impact. La synchronisation de ces mouvements nécessite un niveau de coordination que les chercheurs n'ont observé que chez 2 autres espèces, les loups et les chimpanzés. Certains groupes ont développé une technique supplémentaire consistant à montrer leur ventre blanc et brillant aux poissons afin de les désorienter et d'empêcher la dispersion du banc. Le comportement spécifique varie d'un groupe à l'autre, ce qui indique qu'il s'agit de traditions culturelles apprises et non d'instincts génétiques. Dans les eaux du Pacifique Nord-Est, au large des côtes de la Norvège et de l'Alaska, certains groupes se spécialisent dans le harengue et ont développé des stratégies de pêche qui ne sont pas la chasse aux mammifères montre un niveau supplémentaire de complexité tactique. Lorsque la cible est une tortue imbriquée ou un éléphant de mer, les orques peuvent travailler en binôme ou en petits groupes
neutralisant la capacité de manœuvre de la proie par des attaques coordonnées depuis différents angles. Lorsque la cible est une baleine à bosse adulte ou une baleine bleue, tout le groupe participe et la chasse peut durer plusieurs heures. Les orques attaquent par vagues afin d'épuiser la proie, en se relayant pour qu'aucun individu ne s'épuise avant que la baleine ne cède. Les cibles prioritaires sont les nageoires pectorales et la nageoire caudale, dont les dommages réduisent drastiquement la capacité de nage de la baleine. Une autre tactique consiste à nager au-dessus du dos de la proie et à pousser son corps vers le bas pour l'empêcher de remonter à la surface pour respirer. L'asphyxie combinée à l'épuisement dû aux blessures, c'est un animal à courte durée de vie, dépassant rarement 2 ans, mais dont la densité d'informations durant cette brève période est remarquable. La peau du poulpe contient des millions de chromatophores, des cellules pigmentaires capables de s'étendre et de se contracter en millisecondes sous le contrôle du système nerveux. En plus des chromatophores, la peau présente des iridophores qui réfléchissent la lumière grâce à des structures d'interférence physique, ainsi que des papilles dermiques capables de modifier la texture de la surface de lisse à rugueuse en une fraction de seconde. La combinaison de ces 3 systèmes permet au poulpe de reproduire la couleur, le motif et la texture de pratiquement n'importe quelle surface du fond marin. Roches couvertes d'algues, corail, sable avec des coquillages, gravier volcanique. Le processus est si rapide et précis que des chercheurs ayant observé des poulpes en environnement contrôlé ont décrit des cas où l'animal disparaissait littéralement de la vue, alors qu'il était observé directement, en adoptant l'apparence d'un élément du fond avec lequel il était en contact. Ce qui complique encore la compréhension de ce système de camouflage est le fait que le poulpe est daltonien. Ses yeux ne possèdent qu'un seul type de photorécepteur, ce qui, en théorie, empêche de distinguer les couleurs. La manière dont il parvient à reproduire avec précision la palette chromatique de son environnement, sans être capable de la percevoir, constitue l'une des énigmes non résolues de la biologie du poulpe, avec des hypothèses allant de la détection des couleurs par des récepteurs cutanés à des mécanismes de traitement de l'information optique encore non identifiés. Le camouflage est la première ligne de défense du poulpe, mais ce n'est pas la seule. Lorsqu'un prédateur s'approche trop pour que le mimétisme suffise, le poulpe peut expulser, à travers son siphon, un jet d'eau qui lui fournit une propulsion, atteignant des vitesses allant jusqu'à 70 cm par seconde lors de brèves accélérations. Simultanément, il peut libérer un nuage d'encre combinant un pigment sombre avec du mucus et des composés chimiques, la tyrosine et la mélanine, qui irritent les organes sensoriels du prédateur et entravent sa capacité de poursuite. Le nuage reste en suspension dans l'eau suffisamment longtemps pour que le poulpe disparaisse. Si ni le camouflage ni la fuite ne sont possibles, le poulpe dispose d'un dernier recours qui associe sacrifice apparent et survie réelle, l'autotomie de l'un de ses bras. Lorsqu'un prédateur capture un bras du poulpe, celui-ci peut le détacher grâce à la contraction de muscles spécifiques à la base de l'appendice. Le bras séparé continue de se mouvoir de manière autonome pendant plusieurs minutes, distrayant le prédateur pendant que le poulpe s'échappe. La régénération complète du bras perdu, sans cicatrice visible, se produit en quelques semaines. Cette capacité régénératrice est rendue possible grâce à la distribution de cellules souches dans les tissus du bras qui s'activent en cas de blessure. L'intelligence du poulpe dépasse ses stratégies défensives. En tant que chasseur, le poulpe est un spécialiste de l'embuscade et de la manipulation de l'environnement. Il peut apprendre de l'expérience. Un poulpe qui a essayé de capturer un crabe spécifique à une occasion modifie son comportement de chasse la fois suivante qu'il rencontre la même espèce. Il peut utiliser des outils. Dans le Pacifique, des cas de poulpes transportant des demi-noix de coco ou des coquilles de mollusques pour les utiliser comme boucliers portables ont été documentés. Il peut également s'orienter. Des individus marqués et relâchés à plusieurs kilomètres de leur tanière y sont revenus en quelques jours. Le système nerveux du poulpe
est inhabituelle parmi les invertébrés. 2/3 de ces neurones ne se trouvent pas dans le cerveau central, mais sont répartis le long de ses bras, chacun possédant une certaine capacité de traitement autonome. Cela lui permet d'exécuter des actions coordonnées complexes avec une rapidité qui ne dépendrait pas d'une validation centrale, ce qui, pour un prédateur opérant dans des environnements dynamiques, présente des avantages évidents. La vie cognitive du poulpe soulève des questions que les neuroscientifiques n'ont pas encore résolues. Si son intelligence est comparable, en termes fonctionnels, à celle de vertébrés beaucoup plus grands, quelles en sont les implications pour comprendre comment la cognition émerge dans des systèmes biologiques radicalement différents de ceux des mammifères ou des oiseaux? Dans les récifs coralliens de l'Indo-Pacifique vit l'un des poissons les plus reconnaissables de l'océan. Le chirurgien bleu, Paracanthurus hepatus, combine un corps bleu roi avec un masque noir entourant ses yeux, une tache noire en forme de palette sur les flancs et une queue jaune vive. Il atteint 31 cm de longueur et vit dans des récifs jusqu'à 40 mètres de profondeur, où il passe la majeure partie de son temps à explorer les formations coralliennes à la recherche de nourriture. Le régime alimentaire du chirurgien bleu est principalement herbivore. Il se nourrit surtout de macroalgues qu'il racle sur les surfaces rocheuses et coralliennes, un comportement qui joue un rôle écologique crucial dans le récif. Le contrôle de la prolifération des algues qui, sans ses consommateurs, pourraient étouffer le corail. En l'absence d'un nombre suffisant de poissons herbivores, les algues peuvent croître si rapidement qu'elles recouvrent les surfaces coralliennes, empêchant leur alimentation et leur respiration, un processus pouvant conduire à la mort du corail et à la transformation du récif en un substrat dominé par les macroalgues, beaucoup moins diversifiés et productifs. Les poissons chirurgiens, avec les poissons perroquets, sont les principaux responsables du contrôle de ce processus dans les récifs du Pacifique. Ils complètent ce régime avec du zooplancton, de petits crustacés et, occasionnellement, des organismes animaux de plus grande taille. Leur nom provient de la caractéristique qui les définit en termes d'autodéfense. De chaque côté du pédoncule caudal, juste à la base de la queue, le chirurgien bleu possède 1 ou 2 épines modifiées d'origine écailleuse, tranchantes comme des bistouris et capables de se déployer lorsque le poisson en a besoin. Ces épines restent normalement repliées dans une rainure, invisible pour un observateur inattentif. Mais lorsque le poisson se sent menacé, les muscles à la base du pédoncule caudal les déploient automatiquement. Chez certaines espèces du groupe, les épines sont associées à des glandes venimeuses. Dans le cas du chirurgien bleu, l'épine n'est pas venimeuse, mais elle est suffisamment tranchante pour provoquer des coupures profondes et douloureuses dans la bouche de tout prédateur qui tenterait de l'avaler. L'efficacité de ce mécanisme a été documentée à de nombreuses reprises. Des mérous, des barracudas et des requins de récif ayant tenté de capturer des chirurgiens bleus ont été observés en train de les relâcher rapidement et de reculer, parfois avec des saignements visibles au niveau de la bouche. Dans les cas où le prédateur avalait le poisson sans le mâcher, les épines pouvaient rester déployées et provoquer de graves lésions de l'œsophage ou de l'estomac. Avec le temps, les prédateurs ayant déjà rencontré des chirurgiens bleus apprennent à les éviter, créant un système d'apprentissage aversif qui fait des épines un mécanisme de défense aux effets durables. Le chirurgien bleu utilise également ses épines dans ses interactions avec les individus de sa propre espèce. C'est un poisson territorial vis-à-vis de ses congénères, et il ne tolère pas la présence d'autres individus à proximité de sa zone d'alimentation. Les conflits territoriaux suivent une séquence. D'abord des parades de couleurs et des postures, le poisson montrant son flanc à l'intrus. Si l'intrus ne recule pas, le résident poursuit activement l'envahisseur. Et si cela ne suffit pas, il peut utiliser son épine caudale pour infliger des coupures rapides à son congénère. La réponse du subordonné est un mouvement latéral de la tête, un signal de soumission qui met généralement fin au conflit. Cette séquence d'escalade, de la démonstration au contact physique, avec des signaux de résolution bien définis,
constitue un système de communication intraspécifique d'une sophistication comparable à celle de certains mammifères sociaux beaucoup plus étudiés. Dans les eaux tropicales du Pacifique, un groupe de cétacés avance en formation compacte à la surface, sautant de manière synchronisée et produisant des sifflements audibles à plusieurs kilomètres. Les dauphins du Pacifique, avec leur dos gris foncé, leur ventre blanc et le motif caractéristique en sablier sur les flancs, sont l'un des éléments les plus dynamiques de cet écosystème. Un mâle adulte atteint 2,50 m de longueur et environ 150 kg. Leur rostre allongé et bien défini les distingue morphologiquement de leurs proches parents, les orques et les globicéphales. La vie sociale du dauphin s'organise autour de groupes pouvant aller de quelques dizaines à plusieurs milliers d'individus, selon l'espèce et les conditions environnementales. Au sein de ces grandes structures, des sous-groupes plus stables, composés de 3 à 30 individus, maintiennent des liens durables que les chercheurs ont observés sur plusieurs années. Les liens préférentiels entre individus spécifiques se manifestent par des comportements affiliatifs tels que la nage synchronisée, le contact physique par frottement et la défense mutuelle contre les prédateurs. Les mâles adultes forment entre eux des alliances stables pouvant durer toute la vie et ayant des fonctions à la fois reproductives et défensives. Le système de communication des dauphins fonctionne selon 3 registres distincts. Les sifflements signatures sont des vocalisations individualisées que chaque dauphin développe au cours des premiers mois de sa vie et qu'il conserve avec peu de variations tout au long de son existence. Ils servent d'identifiants personnels que les individus d'un même groupe reconnaissent et peuvent imiter pour appeler un individu spécifique. Des études récentes ont montré que les dauphins apprennent non seulement le sifflement signature de leur mère durant les premiers mois de vie, mais aussi ceux des individus avec lesquels ils entretiennent les liens sociaux les plus étroits, ce qui leur permet de constituer une sorte de réseau d'identification personnelle au sein du groupe. Les clics d'écolocalisation sont des émissions de haute fréquence, pouvant atteindre 150 kHz, qui se réfléchissent sur les objets de l'environnement et dont les informations d'écho sont traitées par le melon pour construire une image acoustique de l'espace environnant. La chasse coopérative des dauphins a été largement étudiée dans le Pacifique et montre un niveau de sophistication comparable à celui des orques en termes relatifs à leur taille et à leur capacité. Lorsque le groupe localise un banc de poissons grâce à l'écolocalisation, les individus se répartissent spontanément les rôles. Certains encerclent le banc pour empêcher sa dispersion, d'autres le poussent vers la surface ou vers des eaux peu profondes afin de réduire les possibilités de fuite, tandis que d'autres attaquent directement. Le coup de nageoire caudale, qui chez les orques peut tuer plusieurs poissons simultanément, fait également partie du répertoire du dauphin, bien qu'à une échelle plus réduite. La fréquence des attaques de chaque individu et l'ordre d'alimentation semblent suivre des schémas liés à la hiérarchie du groupe, bien que les mécanismes exacts de coordination de ces phases ne soient pas entièrement élucidés. Lorsque la proie est de grande taille, comme un calmar important ou un gros poisson, le dauphin peut agir seul. Il peut atteindre des vitesses allant jusqu'à 60 km/h lors de courtes poursuites et effectuer des changements brusques de direction grâce à l'utilisation combinée de ses nageoires pectorales et caudales. Ces mâchoires, dotées de 80 à 100 petites dents coniques, ne sont pas conçues pour déchirer, mais pour saisir des proies glissantes. Une fois une proie de grande taille capturée, le dauphin peut la frapper à plusieurs reprises contre la surface de l'eau pour l'étourdir avant de l'avaler, ou la presser contre le fond marin dans le même but. Les dauphins consacrent une proportion significative de leur temps à des activités qui ne sont pas directement liées à l'alimentation ou à la reproduction. Sauts acrobatiques hors de l'eau, jeux avec des algues ou d'autres objets flottants, poursuites ludiques entre individus et comportements d'exploration sans objectif apparent. Des cas ont été documentés de dauphins du Pacifique qui recherchent intentionnellement le contact avec des poissons globes et les provoquent doucement
afin qu'ils libèrent de petites quantités de toxines, se passant le poisson de l'un à l'autre au sein du groupe dans ce que certains chercheurs ont décrit avec prudence comme un comportement ludique aux effets psychoactifs. L'interprétation des comportements complexes chez les animaux non humains reste un domaine où les conclusions doivent être tirées avec prudence. Pour dormir, les dauphins utilisent le sommeil uni-hémisphérique, une forme de repos dans laquelle un seul hémisphère cérébral dort à la fois tandis que l'autre reste actif, permettant à l'animal de maintenir le mouvement, la respiration et un certain niveau de vigilance face aux prédateurs pendant le repos. Cette adaptation, partagée avec les orques, les lamantins et certaines espèces d'oiseaux migrateurs, constitue l'une des solutions évolutives les plus élégantes au problème de concilier repos et vigilance dans des environnements à forte pression de prédation. Parmi les plus grandes créatures du Pacifique qui ne sont pas des prédateurs actifs de grandes proies, la raie manta océanique, Mobula birostris, occupe une place singulière. Avec une envergure pouvant atteindre 9 mètres et un poids dépassant 2 tonnes, il s'agit du plus grand poisson cartilagineux filtreur de la planète. Son corps aplati dorso-ventralement, ses immenses nageoires pectorales triangulaires s'étendant de part et d'autre de l'axe central, et sa longue queue dépourvue de dards lui confèrent une silhouette qui, vue de dessous, rappelle des ailes fendant l'eau plutôt que l'air. Cet aspect a conduit, dans certaines cultures du Pacifique, à associer historiquement la raie manta à des entités surnaturelles ou à des esprits de l'océan, en référence à la manière dont ce poisson immense plane silencieusement dans les courants marins comme s'il était dépourvu de poids. La coloration de la raie manta remplit une fonction qui va au-delà de l'esthétique. Le dos, aux teintes noires, bleu marine ou brun foncé, est pratiquement invisible vu d'en haut, se confondant avec les profondeurs de l'océan. Le ventre, blanchâtre, se confond avec la clarté de la surface lorsque l'animal est observé depuis le bas. Cette contre-coloration bilatérale, partagée avec de nombreux requins et plusieurs poissons pélagiques, constitue une forme de camouflage simultané face aux prédateurs susceptibles de l'attaquer par le haut ou par le bas. L'alimentation de la raie manta océanique repose sur le zooplancton, en particulier les petits crustacés comme les copépodes et le krill, ainsi que sur de petits poissons qui se regroupent dans la colonne d'eau. Pour capturer ses proies, la manta nage la bouche, largement ouverte, déployant ses lobes céphaliques, 2 appendices en forme de cornes de part et d'autre de la tête, qui s'étendent pour augmenter la surface de capture et diriger l'eau chargée de plancton vers les branchies. L'eau passe à travers une structure de filtration branchiale et les particules alimentaires sont retenues. Compte tenu de sa taille, la manta océanique doit consommer entre 10 et 13% de son poids corporel chaque semaine afin de maintenir ses fonctions vitales, ce qui, pour une manta de 2 tonnes, représente entre 200 et 260 kg de plancton par semaine. Contrairement à d'autres grands poissons pélagiques, la manta ne peut pas rester immobile sans s'asphyxier. Elle doit nager constamment pour maintenir un flux adéquat d'eau oxygénée à travers ses branchies. Cette contrainte en fait une créature perpétuellement en mouvement, et ces migrations ont été suivies par télémétrie satellitaire sur des milliers de kilomètres dans le Pacifique. Les données de suivi ont révélé que les mantas peuvent descendre jusqu'à 1000 mètres de profondeur, probablement pour se thermoréguler ou pour accéder à des couches de plancton qui, à certaines heures de la journée, descendent sous la zone photique. Des comportements de saut hors de l'eau ont également été observés sans explication définitive. Certaines hypothèses suggèrent qu'ils servent à la communication visuelle entre individus, à l'élimination des parasites ou simplement comme comportement ludique. Dans les récifs coralliens, les mantas visitent régulièrement des stations de nettoyage, des endroits où certaines espèces de petits poissons se spécialisent dans l'élimination des parasites externes, des tissus nécrotiques et des petits fragments de matière organique de la peau et des branchies des grands poissons. La manta s'approche lentement de la station,
réduit sa vitesse et reste presque immobile pendant plusieurs minutes pendant que les poissons nettoyeurs effectuent leur travail. Ce comportement est régulé par des signaux visuels et posturaux spécifiques que les chercheurs interprètent comme un protocole de signalisation indiquant aux poissons nettoyeurs que le grand animal ne tentera pas de les capturer. Chaque manta a généralement des préférences pour certaines stations de nettoyage, auxquelles elle revient régulièrement, ce qui suggère une forme de mémoire spatiale, combinant orientation et mémorisation de ressources spécifiques. Ces prédateurs dans le Pacifique sont peu nombreux mais dangereux. Les requins tigres, les requins bouledogues, les orques et parfois de grands requins blancs. Face à eux, la manta s'appuie sur son agilité, surprenante compte tenu de son envergure. Elle accélère rapidement grâce au battement de ses grandes nageoires pectorales et peut effectuer des virages brusques qui rendent sa capture difficile. Elle peut également descendre rapidement à des profondeurs où les requins côtiers ne peuvent pas la suivre. Dans les eaux du Pacifique Nord, entre la Californie et l'Alaska, vit l'un des mammifères marins les plus singuliers de l'hémisphère. L'éléphant de mer du Nord, Mirounga angustirostris, atteint chez les mâles adultes un poids de 2,5 tonnes et une longueur de 4,5 mètres. La trompe qui donne son nom à l'espèce, appendice nasal gonflable propre au mâle, peut dépasser 30 cm de longueur et sert de résonateur lors des vocalisations d'intimidation entre rivaux, amplifiant le rugissement jusqu'à produire des sons audibles à plus d'1 kilomètre sur la plage. L'éléphant de mer passe jusqu'à 90% de sa vie dans l'eau, effectuant des plongées pouvant dépasser 1600 mètres de profondeur et durer plus d'1 heure sans respirer. Son métabolisme durant la plongée ralentit drastiquement. La fréquence cardiaque passe de 150 battements par minute à la surface, à moins de 10 aux plus grandes profondeurs. Son sang, avec une concentration d'hémoglobine nettement supérieure à celle de la plupart des mammifères marins, lui permet de stocker et transporter des quantités d'oxygène rendant possible ses exploits de plongée. Lors de ses immersions, l'éléphant de mer chasse principalement de petits poissons, des céphalopodes et des raies, se guidant dans l'obscurité grâce à son excellente vision adaptée à la faible luminosité et à ses vibrisses, qui détectent, l'éléphant de mer du Nord, a révélé que ces animaux dorment durant leur plongée profonde, descendant lentement en spirale pendant des périodes de 7 à 10 minutes, dans ce que les chercheurs ont qualifié comme l'un des comportements de sommeil les plus inhabituels jamais documentés chez un mammifère marin. Chaque automne, après des mois passés en mer à accumuler des réserves de graisse et de répertoires élaborés de signaux d'apaisement, lorsque 2 mâles de taille comparable revendiquent le même secteur de plage, la confrontation physique est presque inévitable. Les individus se redressent sur leurs nageoires antérieures, gonflent des dizaines d'affrontements entre mâles peuvent être observés. Et il n'est pas rare que plusieurs individus meurent chaque saison des suites de leurs blessures. Le mâle dominant d'une plage contrôle l'accès aux dizaines ou centaines de femelles qui arrivent dans les jours et les semaines suivants. Chaque femelle met bas un seul petit, l'allaite pendant environ 1 mois, puis retourne à la mer en laissant le jeune sur la plage avec les réserves de graisse accumulées pendant l'allaitement. La mortalité au cours de la première année de vie est élevée, principalement en raison de l'abandon, des tempêtes et des attaques de grands requins blancs qui se concentrent près des colonies pendant la saison des naissances. Les grands requins blancs des îles Farallon et de la côte centrale pour obtenir de l'huile à partir de leurs réserves de graisse a réduit la population à moins de 100 individus, concentrés sur une seule île mexicaine, l'île de Guadeloupe. L'interdiction de la chasse et la protection légale des derniers survivants ont permis à l'espèce de se rétablir jusqu'à plus de 250 000 individus aujourd'hui, bien qu'avec une diversité génétique très faible en raison d'un goulot d'étranglement démographique. La quasi-totalité des individus vivants descendent de la salinité, des courants et de la disponibilité de nourriture. Les archives géologiques montrent des extinctions massives passées, des changements climatiques à grande échelle et des épisodes d'acidification des océans
tout au long de l'histoire de la planète. Cependant, le rythme auquel ces changements se produisent au cours des dernières décennies dépasse de plusieurs ordres de grandeur la vitesse à laquelle les systèmes biologiques peuvent s'adapter par des processus évolutifs normaux. Le blanchissement des coraux dépasse le seuil de tolérance des coraux pendant des périodes prolongées. Ceux-ci expulsent les algues symbiotiques, les zooxanthelles, qui leur fournissent à la fois leur couleur et une part substantielle de leurs nutriments par photosynthèse. Le résultat visible est le blanchissement. Le corail perd sa pigmentation et se réduit à son squelette de carbonate de calcium. Si la température ne revient pas à des niveaux normaux en quelques semaines, le corail meurt. Les récifs coralliens soutiennent entre 25 et 30% de toute la biodiversité marine, bien qu'ils couvrent moins de 1% du fond océanique. Leur dégradation n'affecte pas seulement les espèces qui y vivent directement, comme le poisson clown ou le chirurgien bleu, mais entraîne des conséquences en cascade pour l'ensemble du réseau trophique. L'acidification de l'océan, conséquence de l'absorption par l'eau de mer d'une partie du dioxyde de carbone émis dans l'atmosphère, modifie la chimie du Pacifique à un rythme sans précédent au cours des 20 derniers millions d'années. Le pH de l'océan a diminué d'environ 0,1 unité depuis la révolution industrielle, ce qui correspond à une augmentation de l'acidité de 30%. Pour les organismes qui construisent des structures en carbonate de calcium, comme les coraux, les mollusques et certains crustacés, ce changement rend directement plus difficile la formation de leurs coquilles et de leurs squelettes. Pour les animaux à la base de la chaîne alimentaire du Pacifique, comme le plancton calcifié, cela représente une menace existentielle ayant des conséquences à tous les niveaux de l'écosystème. La surpêche industrielle élimine la biomasse des populations de poissons à un rythme qui dépasse la capacité de récupération de nombreuses espèces. Dans le Pacifique, la flotte de pêche industrielle utilise des chaluts de fond qui raclent le plancher océanique et détruisent des habitats structurellement complexes, servant de refuge à des centaines d'espèces. Les captures accessoires, bycatch, tuent chaque année des dizaines de milliers de tortues, de raies, de requins et de cétacés, y compris des orques, piégés dans des filets destinés à capturer d'autres espèces. La tortue imbriquée, déjà classée en danger critique d'extinction par l'Union internationale pour la pollution plastique dans le Pacifique, a atteint des dimensions qui ont donné naissance à ce que l'on appelle la grande plaque de déchets du Pacifique Nord, une accumulation de fragments plastiques à la surface et dans la colonne d'eau, couvrant une zone approximativement équivalente à 3 fois la superficie de la France. Le problème ne réside pas principalement dans les objets de grande taille, mais dans les microplastiques, des fragments de moins de 5 mm issus de la décomposition de matériaux plus grands qui sont ingérés par des organismes filtreurs comme la raie manta océanique, les poissons pélagiques et le zooplancton. L'ingestion de microplastiques a des effets documentés sur la capacité reproductive, le système immunitaire et le développement des organismes marins. Dans les estomacs des raies manta océaniques du Pacifique, les chercheurs ont trouvé des plastiques en concentration, suggérant que ces animaux ingèrent involontairement des microplastiques avec le plancton dont ils se nourrissent, étant donné que les deux ont des tailles similaires et que la raie manta ne dispose pas d'un mécanisme de filtration sélective. Les populations de tortues imbriquées ont diminué de plus de 80% au cours du XXe siècle, résultat de la combinaison de la chasse historique pour leur carapace, utilisée dans l'artisanat, et des captures accidentelles dans les filets. Les cachalots, dont l'histoire a été marquée par l'industrie baleinière, ont récupéré une partie de leurs effectifs mais restent vulnérables à la pollution acoustique sous-marine produite par le trafic maritime, qui interfère avec leur sonar biologique ainsi qu'à l'ingestion de plastique qui obstrue leur système digestif. Plusieurs individus échoués sur les côtes du Pacifique ces dernières années ont été trouvés avec des dizaines de kilogrammes de plastique dans leur appareil digestif, ce qui, dans certains cas, a été identifié comme une cause contributive de leur mort. Cependant,
Le Pacifique a également montré ces dernières décennies une capacité de récupération qui dépasse les prévisions les plus pessimistes lorsque les pressions sur ces écosystèmes diminuent. Les populations d'éléphants de mer du Nord se sont rétablies jusqu'à dépasser 250 000 individus grâce à la protection juridique. Certaines zones où la pêche industrielle a été restreinte ou interdite ont montré des récupérations significatives de la biomasse des poissons sur des périodes de 5 à 15 ans. Et les aires marines protégées du Pacifique, bien qu'encore insuffisantes en superficie et en efficacité de gestion, démontrent qu'une protection effective peut inverser une partie de la dégradation accumulée lorsqu'elle est appliquée avec rigueur et sur une durée suffisante. Le plus grand océan de la planète reste également le moins connu, et de nombreuses espèces qui l'habitent affrontent le XXIe siècle avec des populations réduites, des habitats altérés et des menaces sans précédent dans l'histoire de la vie marine.